Freezing cold in Einstein Tuesday. You the cold maze, say one, freezing cold in Einstein Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné des Cruella d'enfer et Sauron du matrimoine cinématographique. J'ai nommé Marcel Ratafia et Lou Bobin. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on me compare à ça, c'est bizarre. J'ai l'impression que Sauron c'est moi. Ou Sauron, oui, ça, Et nous avons l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois Julien Magalès. Bonjour Julien. Bonjour, un immense plaisir pour moi aussi. Ah, on t'avait reçu déjà à l'époque pour un épisode sur Edit Head, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, et on est très heureux de te revoir. Mais je suis très content de revenir. Et alors, Julien, tu es rédacteur chez Harper's Bazaar pour la mode et la beauté. Absolument, oui. Plutôt beauté d'ailleurs. Et Urbania, tu fais aussi des formats courts. Et tu es l'auteur du drôlatique Eratum, pour lequel on t'avait reçu sur les anachronismes au cinéma, aux éditions Webec et pas Welbeck, je vous entends vous vois venir. Et tu viens de signer Vilain et Vilaine, ou Vilain-Vilaine d'ailleurs, qu'on recommande pour les gentils, mais pas seulement. Oui, et sans plus attendre, Marcel, c'est à vous pour le portrait. Vilaine, mauvaise, teigne, vérole, sadique, qu'elle soit sorcière lubrique, femme fatale, pouf démoniaque ou vieille fille tordue, mais pourquoi sont-elles aussi méchantes ? Parce que... Et d'ailleurs, n'ont-elles pas de bonnes raisons de faire le mal ? De Madame Satan à Catwoman, ces bobines sont très vilaines et on adore ça. Oh oui, on adore ça. Moi je les adore, je trouve que les vilains et les vilaines, c'est ceux qui font avancer l'histoire. L'histoire dans avec les un films. grand H ou le petit H ? Oh bah les deux, d'ailleurs. Non, il faudrait... Mais en tout cas, dans la fiction, le mal, c'est quand même le principe moteur de tout mouvement. Absolument, alors, c'est la fonctionnologie propienne d'ailleurs qu'on apprend en histoire du conte. Et c'est vrai tu peux répéter ? Fonctionnologie propienne. D'accord. Donc c'est Prope qui a inventé ça. Triple. Parce que le héros en soi n'a pas de, il n'a pas de fond. Le héros, il est juste là pour avancer. Et en fait, celui qui est chargé de caractère, c'est certainement le méchant ou la méchante. De toute façon, les bons films, c'est les bons méchants. C'est ça, et souvent les méchants et les méchantes, et ça on le voit surtout dans les Disney, sont des gens qui veulent changer leur vie ou leur destin, leur position, ils veulent transgresser quelque chose. Alors le bouquin s'appelle donc Vilain, Vilaine, les figures du mal au cinéma. Nous, on va s'intéresser pas mal aux vilaines, c'est un peu le sujet des bobines. Selon toi, Julien, quels sont les ingrédients d'une bonne méchante ? Du charisme. Nerve and talent, non. Un look reconnaissable. Déjà, il faut que quand elle arrive à l'écran, on sache exactement qui elle est. Donc ça passe par un ensemble de codes. Pour toi, c'est visuel, c'est vestimentaire. Bon, c'est un peu ta partie aussi. Il y a tout. Donc moi, j'écris sur la mode et la beauté, mais je dirais sur l'apparence en général. Donc un vilain et une vilaine, ça va aussi par une gestuelle, par une voix, souvent. Parfois, ce sont des vilaines qui sont doublées par des hommes, quand c'est le cas de dessins animés. Et c'est quelqu'un qu'on retient. Et souvent, c'est quelqu'un... Il y a un plaisir jouissif à les voir aussi. Et deuxième petite question. On a l'impression, en préparant l'émission, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pose la question, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de connaître plus les vilains que les vilaines au cinéma ? Et je leur ai dit, bah non, les vilaines, il y en a plein. Il y a... les méchants dans James Bond. Il y en a plein. Et puis, le docteur Blofeld. Donc non, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce truc dont on se dit,
bien sûr les vilaines, et on a plein d'images en tête, et dès qu'il faut sortir les noms, il n'y a plus personne. Bah, Et en France, encore moins d'ailleurs. On me sort souvent les méchantes de dessins animés, mais dans les films, elles prennent des apparences différentes. C'est le cas par exemple de Annie Wilkes. On va avoir la vilaine. Il y a plusieurs typologies de vilaines. Il y a la vieille fille, il y a la sorcière, il y a la bombshell. Il y en a plusieurs quand même. Oui, Annie Wilkes, qui donc, on rappelle, est donc jouée par Kathy Bates dans Misery, qui Excellente a terrifié des. Ah oui, justement, des générations on entières. peut rebondir dessus parce que il y a différents personnages dans différentes caractérisations dans le livre. Parlons donc effectivement de Kathy Bates dans Misery, le film de Rob Reiner, Oui. adapté de Stephen King. Kathy Bates joue une vieille fille célibataire, enfin en tout cas qui est seule. Elle est bien célibataire. Elle est bien célibataire, et ça c'est un rôle de méchante qu'on va retrouver souvent, la célibataire frustrée, un peu vieille folle au chat, on pourrait l'appeler comme ça. Exactement. Dans le cas d'Annie Wilkes, c'est une vieille folle à la truie, qu'elle appelle Misery d'ailleurs, mais elle a tout l'attirail du cliché, des espèces de blouses à fleurs comme ça, les gilets mous, de gens qui regardent trop fort la télé. Enfin, il y a tout un truc de, ce serait le cliché de, par dépit, cette femme-là qui est seule, qui ne l'a pas choisi, elle cherche le premier prétexte pour kidnapper un écrivain, le bourrer de sédatifs et le garder chez elle. Et c'est vrai que c'est un peu en plus un look strict, sévère. Marcel t'en parlait, mais c'est dans un de tes films préférés, Rebecca. Oui, Mais elle est moins cracra. Ah oui, elle est moins cracra. cracra et surtout, elle a une fonction sociale qui a une importance pour elle. Alors que Kathy Bates, tu sens qu'elle aime pas son boulot. Elle était mauvaise, elle était infirmière, elle tuait des bébés quand même. Voilà. C'est vrai. Oui, professionnel. tandis que dans Rebecca, ça l'agaçait un petit peu. dans Rebecca, il y a quand même ce truc de vengeance. C'est quand même une gouvernante qui tient un château, sa maîtresse est décédée. Il y a du mal elle aussi, reprojette sur la nouvelle femme de Laurence Olivier. Enfin, il y a un truc vraiment de garder quelque chose de carré, d'un peu plus strict. Je dirais que chez Annie Wilkes, il y a quelque chose du renoncement terrestre. C'est-à-dire qu'Annie Wilkes, elle a lâché la rampe en fait. Elle vit toute seule dans sa forêt, dans sa ferme, là où. C'est Judith Anderson dans Rebecca. Voilà, c'est une apparence, c'est tenu, c'est maîtrisé. Ah oui, le oui. chignon, il est C'est serré, sévère. quoi. Oui, elle dort avec le chignon, c'est sûr. Ah, ouais. Et surtout que dans Misery, alors il y a souvent cette représentation des femmes donc strictes, machin et tout, alors que chez les hommes, les méchants vont être plutôt élégants, smart, ils vont être beaux. Chez les femmes, quand elle est méchante comme ça dans la vie, elle est souvent un peu laide, la peau tirée, possiblement grosse. Possiblement grosse, tant qu'à parce faire. que Kathy Bates, la même année, quasiment, elle joue baignée de tomates vertes avec un personnage ultra attachant, qui est perçu comme une femme qui a un peu renoncé, en tout cas, c'est clairement le film, je le dis pas, à perdre du poids. C'est ce qu'on lui reproche pendant tout le film. Et c'est pas du tout comme ça qu'on finit par la voir dans le film, parce que c'est vraiment un rôle très chouette. Et donc, Kathy Bates, très grande actrice, parce qu'elle peut faire tout ça. Et elle peut faire aussi Titanic. Mais ça me fait penser aussi, parallèle avec, au niveau vestimentaire, il y a quand même Marie-Lou Berry dans le film, mais d'ailleurs du même nom, dans Vilaine, où elle reprend quand même un peu, vestimentairement parlant, les codes que peut avoir Kathy Bates, avec la petite barrette, les cheveux gras. Je pense qu'il y a un parallèle. J'avais interviewé d'ailleurs Marie-Lou Berry, je lui avais demandé comment est-ce qu'elle avait construit ce rôle-là. Et en fait, Annie Wilkes, tout comme ce personnage dans Vilaine, sont construites avec ce que le regard hétérosexuel masculin juge pas attirant. Donc ça va être ces femmes qui sont mauvaises par dépit, en fait, par vengeance. Parce qu'il existe aussi des vilaines très séduisantes et on les déteste aussi pour cette raison-là. Mais c'est vrai que pour recontextualiser un peu Vilaine, le film de Marie-Lou Berry, c'est une femme qui ne correspond pas au code de beauté, on va dire, de la société, et qui du jour au lendemain en a marre d'être gentille et de se faire marcher dessus et qui décide sauf que là, c'est une comédie. C'est une comédie noire, mais effectivement, alors qu'à l'inverse de Misery. Elle reprend un peu les codes, en tout cas, de certaines vilaines. Avec l'excellente vilaine Frédéric Bell en face aussi. Oui, dans un autre genre. Il y a aussi avec Dupontel, non? Il y a toujours Dupontel dans ce genre de film. Alors, à l'opposé par contre, de Misery et de Kathy Bates, Annie Wilkes, il y a la femme fatale, qui elle a été représentée par la littérature et le cinéma encore plus visuellement. Là, Marcel, la femme fatale, vous connaissez bien. La femme fatale, je connais bien parce que, disons que c'est un vieux cliché de la littérature qui a été adapté assez vite au cinéma, qu'on voit dans les années 20 par exemple. Dans L'Aurore de Murnau, on voit cette tentatrice venue de la ville qui met en péril le couple. Et à partir de là, on a des Garbo, on a des Theda Bara dans un style plutôt, disons, classe comme Greta Garbo, ou plutôt un peu trash comme Theda Bara. Mais c'est pas vraiment des femmes fatales comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec le film noir. Le film noir, c'est vraiment, faut le contextualiser, c'est-à-dire que ça commence vraiment à cartonner
juste à la fin de la guerre. Et pourquoi ? Quand même, les hommes rentrent au bercail, ils se disent « il n'y a plus de boulot pour nous ». Et donc, la femme fatale est là aussi par une certaine misogynie ambiante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de rôles au cinéma pour des femmes actives, sans enfants, comme on voyait dans la screwball comedy, par exemple, dans les années 30, avec des rôles, des personnages passionnants que sont Katharina Byrne, que sont Rosanne Russell, etc. C'est les mêmes nanas qui vont devoir se coller à une image de la femme complètement toxique, comme Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort. On sait que c'est donc une femme fatale, mais il y a quelque chose de très strict dans son look. Il faut s'imaginer cette espèce de frange immonde quand même, qui est la frange qui a connu le bigoudi, mais pas la brosse, qui doit passer juste après. Donc on est vraiment sur une hyper rigidité qui est compensée par le bracelet de cheville, un dévoilement de jambes, quelque chose comme ça. Mais c'est, comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas de vilaine sans misogynie. C'est pas étonnant que dans la fiction, beaucoup de vilains soient des hommes efféminés, beaucoup de vilaines soient des femmes manipulatrices, des femmes qui piègent, des tentatrices, des séductrices. Ça vient vraiment cristalliser en fait la manière dont on voit le bien et le mal, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même, en tout cas dans le cinéma américain, je pense, en termes de costumes, de vilaines un peu fort, au facteur sonne toujours deux fois, où Lana Turner, on la voit arriver dans une espèce de petite combi blanche immaculée, où là, vraiment, on sent le regard des hommes sur la femme. Et les Américains ont tendance, je trouve, à rendre la vilaine, la plupart du temps, dans un truc assez beau, assez pur finalement dans sa méchanceté, alors que quand on regarde les autres adaptations du Facteur sonne toujours deux fois, si on prend Le Dernier Tournant de Pierre Chenal, où c'est Corinne Lucher, et c'est évidemment Corinne Lucher, qui joue le rôle de Lana Turner, elle a un côté beaucoup plus sale, enfin je sais pas, il y a un beaucoup, truc beaucoup plus crade, ouais. beaucoup plus En fait, crade, qu'il n'y a pas dans le cinéma américain tant que ça. Plus lubrique. Mais peut-être plus terrestre aussi, parce que les Américains, c'est Ève, ça doit être l'image absolue de la femme, donc c'est la femme avec un F et beaucoup de E, quoi, même s'ils l'écrivent pas comme ça. Mais en tout cas, il doit y avoir l'absolu de séduction qui, de toute façon, par essence, est mauvais. Peut-être qu'une femme fatale dont tu aimerais nous parler, que tu détailles dans le livre, c'est Catwoman. Catwoman, qui est quand même une vilaine ambivalente, parce que, pour moi, Batman Returns, c'est à la fois le meilleur Tim Burton et le meilleur Batman, et c'est la meilleure Catwoman qui est interprétée par Michelle Pfeiffer, qui... c'est peut-être aussi une des meilleures scènes de make-over du cinéma américain, où elle nous fait croire qu'avec un trench en vinyle, elle se fait une full combinaison, un masque, des gants. Bon, je ne crois pas, mais c'est la beauté du cinéma. Et donc, elle est, à la base, c'est une femme, comment elle s'appelle ? Selina Kyle. Selina Kyle, habillée en gris souris, avec le cheveu un peu moussu, comme ça, qui subit toutes les violences. C'est une mauvaise fille que sa mère accuse de ne pas venir la voir. C'est une mauvaise petite amie. C'est une Kathy Bates. Un peu, en plus mimi quand même. Plus innocente. Voilà, plus innocente. Et elle est méprisée par son N+3 qui en plus la balance du haut du toit. Elle meurt. Elle est ressuscitée par des chats, on connaît l'histoire. Et là, elle devient cette vilaine, cette super vilaine, qui est fatale dans le sens où elle se fait justice elle-même. Elle tue, elle se bat. D'ailleurs, sa scène d'introduction, elle est hyper intéressante. C'est une femme qui se fait agresser dans la rue. Catwoman arrive et là, on se dit « Ah, génial. Elle va venger les femmes. » Donc, elle déglingue le type, mais en fait, elle déglingue aussi la femme qui se fait agresser en l'accusant d'être trop molle, quoi. Be gentle, it's my first time. Thanks, You make it so easy, don't you? Always waiting for some bad man to save you. I am Catwoman. Hear me roar. C'est pas une gentille, c'est pas une justicière, parce que justement, elle est assez amorale, et son costume, ça reflète un peu ça. Il y a des influences vraiment... Pour moi, BDSM, il y a quelque chose entre... Ah oui, ce cuir. Ah oui, c'est clairement BDSM. Le fouet. Il y a un truc qui est quand même devenu beaucoup plus dur. Bon, après, c'est aussi l'univers Tim Burton, Frankenstein, les coutures apparentes sur le costume. C'est à se demander comment ça tient. Mais, en comparaison avec la première Catwoman qui était jouée dans la série télé Batman des années 60 par avec Adam West. Eartha Kitt. Qui, pour le coup, avait quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus charmeur, alors que là, Michelle Pfeiffer, elle fait quand même... elle est entre Frankenstein et en fait, la première Catwoman, elle est morte-vivante un peu. Hein. Et le truc, c'est qu'elle est extrêmement puissante, et en plus, elle est belle, elle est séduisante. Batman est plus ou moins attiré par elle, enfin, il est attiré par elle. Elle refuse de remplir une fonction de petite amie, d'aller avec lui dans son château, et donc on la montre comme folle.
elle se lèche, elle lèche tout le monde, elle lèche les murs, elle se frotte partout, une espèce de sensualité incontrôlable qui fait que quand bien même elle a du pouvoir, on montre que elle le contrôle quand même pas très très bien. Et c'est là où on voit quand même que dans le cinéma d'action et le cinéma de super-héros américain, il y a quand même des personnages féminins, des vilaines assez intéressantes, d'ailleurs qui se retrouvent principalement dans Batman. Il y a Poison Ivy aussi qui est très intéressante, Harley Quinn, c'est des personnages féminins, alors que dans le reste des super-héros, il n'y a pas tant que ça. Mais en tout cas, ces 3 personnages-là sont dans Batman et ont marqué l'imaginaire aussi dans des styles différents, on va dire. En dépit d'interprétations très différentes aussi. Si on pense à Catwoman, pour moi, une superbe interprétation de Michelle Pfeiffer. On se rappelle moins de Anne Hathaway, par exemple. Oui. On se rappelle moins de personnages comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que quand bien même, dans les films, elle fait une apparition brève par des actrices toutes différentes, avec des jeux, voilà. Il y a quand même une énorme sympathie pour ce personnage qui, tout de même, se fait justice elle-même. Peut-être que les super-héros aussi ont contribué à ce qu'on aime enfin les méchanteux, parce que il faut dire que dans l'histoire du cinéma, quand on voit les méchantes jusque dans les années 60, moi je pense pas mal à toutes ces actrices hollywoodiennes qui se sont un peu recyclées au début des années 60, Betty Davis, Joan Crawford, et quand on les voit dans Hush Hush, Sweet Charlotte ou Qu'est-il arrivé à Baby Jane, elles sont abîmées, elles sont vraiment et elles sont géniales. Elles sont géniales, et Olivia de Havilland dans Hush Sweet Charlotte qui a des effets spéciaux mais vraiment à se taper la tête par terre. Il y a vraiment un truc un peu poisseux, et petit à petit je trouve qu'on redevient un peu glamour dans les méchantes, effectivement, surtout dans les films de super-héros où là ça peut devenir des héroïnes en étant tout à fait méchantes. Mais d'ailleurs, la force de Batman Returns, c'est quand même qu'on a un type qui est hyper doué, Michael Keaton, qui est dans la drôlerie, parce que dans Beetlejuice, il est extraordinaire. Et là, on peut pas faire plus en demi-teinte que Michael Keaton, qui est littéralement bouffé par une méchante et 2 méchants. Et tout le monde, quand même, est quand même très très fort. C'est le festival de la méchanceté. Et c'est ça qui rend le film assez génial, d'ailleurs. Il a le charisme d'une brique à côté, l'expressivité, c'est compliqué, quoi. Ne parlez pas de Julien Lepers comme ça. Alors, parlons un petit peu de Disney, parce que forcément, on peut pas, tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas évoquer les méchantes sans parler de Disney, qui a son lot de méchantes impressionnants, et qui est souvent, d'ailleurs, ce sont souvent affiliés à des sorcières, faut bien le dire. La sorcière qui est vraiment, on en parlait avec Lou tout à l'heure, le personnage méchant, féminin, ancestral quasiment. Ouais, par excellence, il y a vraiment une grande tradition des sorcières chez Disney qui sont inspirées de toute façon d'actrices hollywoodiennes. Moi, ma préférée, c'est une sorcière qui n'est pas inspirée par une actrice, mais plutôt par un acteur-performeur qui est Ursula dans La Petite Sirène, cette multimarginale qui habite en banlieue du monde du palais, qui est un monstre en fait, parce que quand bien même on est dans un univers où il existe des tritons et des sirènes, elle est moitié femme, moitié pieuvre, elle est moitié entre les créatures, les monstres antiques grecs, entre la femme, une femme grosse, c'est le seul corps gros de l'histoire, comme souvent en fait les corps gros de vilains, de vilaines, ce sont les seuls en fait, dans les récits. C'est bien ça qui pose problème, c'est-à-dire que c'est pas tellement qu'un corps gros existe, mais si le seul corps gros qui existe est toujours le corps de l'antagoniste, ça pose question. Et elle est à la frontière de tout. Voilà. Après, il y a quand même des trucs des méchants un peu skinny. Quand on prend la méchante dans Blanche-Neige, il y a quand même... C'est l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre. Soit ils reprennent tout à fait les clichés que tu évoquais plus tôt. Mais quand elle se transforme, je veux dire, c'est une vieille peau verte avec des verrues, tu vois. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que au départ, Disney avait une inspiration très glamour pour ses méchantes. C'était Joan Crawford, la reine dans Blanche-Neige. Elle a vraiment la tête de Joan Crawford. Après, Maléfique, c'est difficile de faire plus joli que le visage de Maléfique. Oui, après, il y a quand même la sorcière dans Merlin l'Enchanteur qui, justement, joue de cette transformation monstrueuse. Et Madame Mime, on dirait une petite pomme de terre. Mais... germé. Mais même quand elles sont belles, il y a quelque chose dans cette idée que la beauté est déceptrice, parce qu'en fait, la méchante dans Blanche-Neige, elle devient sorcière. Dans Maléfique, elle devient un dragon. Voilà, elles sont belles, mais jusqu'à ce que leur vraie nature soit révélée, en fait. Mais d'ailleurs, tu parlais de Ursula dans La Petite Sirène, c'est bien ça, hein. Ouais. C'est effectivement inspiré de Divine, qui était
Cette drag queen divine, donc, qui est le nom de Mills Head, je me rappelle. La muse de John Waters. Ouais, voilà, génial, qui est cette multi-performeuse qui fait des trucs hyper trash sur scène, en dehors de la scène, sur la pellicule, tout ça. Et Ursula, elle est inspirée de ce personnage. C'est vraiment la même tête. Et il me semble qu'en anglais, elle est doublée par un homme aussi. Et là, elle est encore une fois marginale, elle est entre les genres. Son apparence même, c'est une espèce de parodie de la femme. Il y a le grain de beauté de Marilyn qui n'est pas exactement au même endroit, mais absolument. Ça évoque ça. Elle se maquille à l'écran, ce qui est jamais un geste anodin, surtout chez Disney, en fait, quand on compose le visage ou quand on décompose le visage. Et là, je pense à Médusa, Madame Médusa, Bernard et Bianca, qui est incroyable et qui pour le coup qui est dessinée comme LED. Alors en fait, elle me fait aujourd'hui penser à Miranda de Sex and the City, mais dans une version un peu un peu dévoyée. Ouais. Bah, en fait, Madame Médusa, elle est la propriétaire d'un pawn shop miteux, voleuse d'enfants. C'est-à-dire que c'est pas une méchante classe du tout. Non. Elle a les bas qui filent, elle a les seins qui tombent, elle a le vieux manteau de fourrure élimé. Non, mais je veux dire, c'est la déréliction totale. Et quand elle enlève son maquillage, c'est marrant parce que autant Cruella, elle en met, elle l'enlève, elle s'enlève les faux cils et on voit un œil sans cils et l'autre avec des cils. C'est Terminator, quoi. Ah, au secours. Alors tu l'as évoqué, en plus il y a Cruella, oui effectivement Cruella c'est un autre personnage méchant Disney incroyable, interprété par Glenn Close, alors on en reparlera parce qu'elle en a fait des méchantes, Glenn Close, et dans Cruella, qui dans les films de Disney a été méchante, et qui a été un peu réhabilitée par Emma Stone récemment, c'était pas mal d'ailleurs ce film, moi je l'avais bien aimé, je sais pas si tu l'avais vu. Oui, je l'ai vu, il y a un mouvement comme ça aujourd'hui de réhabilitation des méchants, alors c'est aussi je pense parce que on presse absolument tout pour faire des séquelles, des préquels, des machins, des revenge, des trucs, des bidules, mais on aime expliquer aujourd'hui qu'il y a une origine du mal quelque part et que les choses ne sont pas si blanches et noires. Ce que je trouve plutôt pas mal, mais ça a démystifié un petit peu. Mais dans le film avec Emma Stone, ils arrivent à rester. Elle reste quand même méchante. Et ça, ils n'ont pas cédé à ça. On en parlait justement avec Julien. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que ce soit pour les méchantes ou les méchants, hein, on a toujours l'impression qu'il y a besoin d'expliquer, de surexpliquer. Mais pourquoi sont-ils si méchants, comme tu dis Lola, parce que. Et on disait en rigolant, mais mince, dans le biopic sur Margaret Thatcher, ils vont nous réexpliquer en long, en large et en travers que on lui a volé, je sais pas, une bague quand elle était petite, ou on lui a volé une sucette. Parfois, on a envie qu'il soit juste méchant et qu'il soit horrible, je trouve. D'ailleurs, alors c'est pas une vilaine, pardon, c'est un vilain, j'en parle rapidement, mais dans Halloween, la saga, ce que j'adore, c'est que lui ne parle jamais, on voit jamais son visage, il n'y a aucune explication, et c'est le mal absolu. On n'a pas besoin de ça, et ce principe moteur du mal, il fonctionne sans explication, et même, il fonctionne mieux, je dirais. Oui, mais sinon, j'ai l'impression de voir un Scooby-Doo, pardon, mais à la fin, c'est « Ah, c'était le directeur du musée !» C'est un peu, d'ailleurs, ce qui a été reproché au Joker récent de Todd Phillips, c'est qu'on explique un petit peu pourquoi tout ça, alors que quand il est juste un pur méchant, ça suffit. Et je veux dire, de toute façon, la subtilité, elle peut se jouer ailleurs. Elle se joue justement avec le jeu de l'acteur ou de l'actrice, avec parfois avec le costume aussi. On peut sentir 3 dimensions dans un personnage sans avoir besoin de nous livrer une biographie. Et pour revenir à Cruella, au départ, elle était inspirée par Tallulah Bankhead, grande méchante dans la vraie vie, dans le domaine de Hollywood et des actrices. Tallulah Bankhead, très mauvaise réputation. Est-ce que grande actrice, je ne sais plus très bien. Dans quoi elle a joué personnage public. Pour nous aider. Alors dans Lifeboat d'Alfred Hitchcock. J'allais dire la même chose, mais du coup, il y en a d'autres. Qui est célèbre un peu plus. Pas tellement pour l'histoire, mais pour l'anecdote de tournage où il paraît qu'Alfred Hitchcock lui demandait de faire un truc, ça l'embêtait et il y avait une espèce de passerelle et pour faire rigoler l'équipe de tournage, elle a fait la roue, elle avait une robe, elle n'avait pas de culotte. Et donc dans les bouquins de cinéma, parfois on voit passer cette anecdote. Comme Sharon Stone, dans Basic Instinct, qui n'avait pas de culotte le jour du tournage. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Tallulah Bankhead était, guess what, lesbienne. Et là, The Lavender is out. Et là, on peut parler quand même de toutes ces actrices à la réputation, fondée ou pas, d'être lesbiennes. Je pense évidemment à Barbara Stanwyck, mais pour éviter d'en parler, je parlerai d'Agnes Moorehead, qu'on connaît, mais si vous la connaissez, oui, bien sûr. Dans Ma sorcière bien-aimée. Elle fait la maman de la sorcière. Andorra. Oui, c'est vrai. Andorra, oui, d'accord, faut que je revoie. Qui faisait déjà une méchante dans Dark Passage avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, où là, elle faisait pas une méchante sexy. Je retire ce que je dis sur la méchante, toujours habillée en blanc dans les films américains. Non, mais là, elle était une vieille fille jalouse et délatrice. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est associé. Les personnages de méchantes, ils ont du charisme, mais ils sont aussi dans le registre queer ou camp.
Ah oui, absolument. Mais d'ailleurs, en fait, il suffit qu'une femme ne souhaite pas fonder une famille à noyau nucléaire, c'est comme ça qu'on dit, pour qu'elle soit considérée comme folle, donc méchante. Voilà. Donc c'est le cas de Cruella qui veut bosser, en fait. C'est le cas de Catwoman qui ne veut pas habiter chez Batman. Enfin, ça suffit, en général, à être un motif pour être méchante. Ou alors, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Enfin, quelque chose comme ça. Il y a une espèce de blessure. Et le queer, c'est aussi un thème qui court sur toutes les vilaines. Sur Ursula, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parfois, le personnage n'a même pas besoin d'être queer pour qu'il y ait un queer coding dedans. Le fait de ne pas avoir de mari, par exemple, ça suffit à impliquer une notion queer. Alors, c'est le cas de tous les vilains de Bond hommes, quasiment, absolument. Hein. S'ils écoutent de la musique classique, ils ont le cheveu bien coiffé, enfin, c'est foutu, quoi. Et une chemise en soie, peu imprimée. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que les femmes, les représentations de vilaines au cinéma, sont souvent des sorcières, des grandes méchantes comme ça, des personnages, ou alors des personnages un peu caricaturaux à la Kathy Bates dans Misery, et tout. Mais on a parlé avec Marcel un petit peu, ça n'existe pas les méchantes pures dans la vraie vie, les femmes méchantes, comme tu en parles un petit peu dans ton livre, par exemple la représentation de la chienne de Auschwitz, des femmes nazies, tout ça. Ça, on l'a pas tellement au cinéma. Ouais. On l'a pas tellement au cinéma, justement, et comme si on ne pouvait pas accepter qu'une femme soit un pur mal. En fait, on l'a. Moi, je dirais que j'évoque quand même Bellatrix Lestrange, qui n'a aucun côté positif. Hein. Pour le coup, il n'y a pas souvent ces personnages-là au cinéma, on ne les voit pas beaucoup. Non, c'est vrai. D'ailleurs, c'est tellement un personnage du mal que à la fin, elle est quand même tuée par Molly Weasley, qui est donc le personnage de la mère avec beaucoup d'enfants, qui venge son enfant tué par Bellatrix. Est-ce que tu pourrais resituer pour les gens qui, comme moi, n'ont pas regardé toute la saga Harry Potter, le personnage Bellatrix Lestrange est une suprémaciste d'extrême droite de l'univers Harry Potter. Elle croit à la pureté de la race. Pour elle, il y a une race de magiciens supérieurs, des sangs mêlés qui seraient moins bien que les magiciens. Puis alors, les moldus sans pouvoir magique, c'est vraiment la lead de l'humanité. Et interprétée par Helena Bonham Carter. Bonham Carter, absolument. Il sait se défendre. Le tout petit bébé Potter. Bellatrix Lestrange. Neville Londubat, n'est-ce pas? Comment vont tes parents? Mieux maintenant qu'ils vont être vengés. Essayons de conserver notre calme. D'accord? Donc, elle était suiveuse de ce gros facho qui était Voldemort, qui voulait créer une pureté de la race. Et en fait, ce qui est drôle, j'allais dire non, J.K. Rowling, qui a ses mauvais côtés aussi, si on parle de vilaine, a construit ce personnage-là en regardant une famille anglaise qui était les Mitford, qui avait plusieurs sœurs qui portaient toutes des noms Unity, des choses, que des noms de voitures hybrides, quoi. Et pareil dans Harry Potter, il y a Andromeda, Bellatrix, etc. Et elles ont toutes suivi plus ou moins, embrassé le fascisme en épousant soit des fascistes, soit en suivant ces fascistes-là, ce qui est aussi le cas de la famille Lestrange de Harry Potter. Et en fait, pour revenir à Bellatrix Lestrange, c'est un des seuls personnages de vilaine qui est mauvaise du début à la fin. Il n'y a pas d'explication sur le fait il y a une déception, il y a une blessure, il y a une trahison. Elle est mauvaise et elle vient d'une famille mauvaise du début à la fin. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est assez rare, effectivement, au cinéma. Dans le cinéma un petit peu plus français, peut-être qu'on va avoir ça des films avec Isabelle Huppert, notamment dans La Cérémonie, où ce sont des gens qui sont des méchants. Pour le coup, il y a une raison. Mais il y a des faits divers aussi. Dans Les Chabrol, les personnages de femmes peuvent être vraiment très très méchantes et ils sont toujours très bien brossés. Par exemple, les mauvaises mères ou les matricides. La méchante dans les Goonies, qui fait tomber son bébé et qui devient une créature immonde. Elle est méchante dans les Goonies. Je ne l'ai pas. J'ai pas vu, moi. Je me souviens du générique, moi. Dans les Goonies, je sais plus comment s'appelle le personnage qui est une espèce de monstre avec la gueule complètement de travers parce que il y a une explication dans le film, une scène où il se retourne contre sa mère, qui est la grande méchante qui poursuit les enfants qui se cachent. Elle lui dit mais je suis désolée, je t'ai peut-être un peu fait tomber quand t'étais petit, mais j'ai pas fait exprès. Quand vous voyez la gueule du personnage. Ouais, c'est pas Sinoc, voilà. C'est pas Josh Brolin? Je ne me souviens pas. Dans le genre mauvaise mère, on en a une quand même. Alyssa Pritch dans Vipère au point. Vipère au point, c'est vrai que là, on en a parlé un autre épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes des bobines avec Alyssa Pritch. Mais effectivement, dans Vipère au point, c'est. Mais
Mais elle a de bonnes raisons. à la fin, on pourrait l'excuser. C'est-à-dire, s'il y avait un procès de la Fantoche, non, comment ça s'appelle, Falcoche. Folcoche, voilà. S'il y avait un procès de Folcoche, on pourrait avoir des circonstances atténuantes, on va dire. Elle irait chez Un jour une histoire, là, comment ça s'appelle ? Ça commence. Un jour à destin. Ouais, c'est clair. Mais dans Harry Potter, il y en a une autre méchante qui est beaucoup plus raisonnable que Bellatrix Lestrange, qui a l'air complètement fada quand même. Enfin, je veux dire, qui est suprématiste, mais qui a ce côté démoniaque, mal coiffé, un peu crado. Enfin, je veux dire, mais Bellatrix, elle fait un peu animation au Puy du Fou. Et en face, il y a Madame Rose, Madame Chat. Dolores Ombrage. Dolores Ombrage, absolument. Alors ça, c'est en fait, Dolores Ombrage, qui est donc cette directrice intérimaire de Poudlard, qui arrive pour remplacer le bon Dumbledore. Et elle arrive, elle est habillée, c'est une petite mamie gâteau, elle est habillée en rose, elle a les cheveux bouclés, mais tout ça est trop. Et en fait, la construction de son apparence est faite pour qu'on se doute bien qu'il y a un petit piège. Et puis, pour ceux qui ne voient pas vraiment, elle ressemble beaucoup à ma prof d'histoire de seconde qui m'a traumatisée. Voilà, comme ça, si vous voulez chercher. Un nom, pas de hasard. Et sinon, elle est interprétée par Imelda Staunton, grande actrice galloise. Dolores, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle joue sur l'ironie visuelle de son costume. Donc, voilà, je l'ai dit, elle est habillée tout en rose, mais justement, cet excès-là de rose fait que on attend quelque chose d'assez doux, d'assez sucré. Le rose aujourd'hui, c'est Barbie, ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire, mais voilà. Et quand elle accomplit des actes de cruauté envers ses élèves, ce qui est interdit par la loi, je le rappelle, même pour s'amuser, eh ben, ce décalage entre ce à quoi elle ressemble et ce qu'elle fait renforce encore plus la haine qu'on peut avoir pour elle. Et d'ailleurs, le look de Béatrice Lestrange, c'est ça ? C'est des cheveux un peu foufou de sorcière, des cheveux un peu n'importe comment. Ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup chez les vilaines. Des cheveux fous, des... D'une manière générale, je dirais qu'on peut tout savoir avec la coupe de cheveux d'une vilaine et d'un vilain. Ça... Oui, c'est ce que tu disais sur les musiques classiques, les cheveux bien peignés. De toute façon, mais même dans la vie, je suis désolé, mais les cheveux, c'est 80% de la personnalité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, y compris si on n'en a pas. Et dans la fiction, si on n'en a pas, alors là... Et alors le pire, c'est si on n'a pas de sourcils, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc Bellatrix, oui, elle a le cheveu aussi assoiffé d'hydratation qu'elle l'est de vengeance. Si on n'hydrate pas un cheveu, bon, c'est pareil, c'est un autre débat. Mais la chevelure abondante de Bellatrix, qui est en général une caractéristique plutôt appréciée chez les personnages féminins, là, ce désordre, ce cheveu sale, en fait, traduit le désordre intérieur de Bellatrix. Et c'est intéressant parce qu'en plus, elle est en face d'un personnage mal coiffé, qui est Harry Potter, mais qui, lui, est plutôt dans la mèche rebelle de l'enfance, quelque chose de bonne santé. Quand une femme est mal coiffée dans un film, faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Et il y en a une autre dans Harry Potter qui est mal coiffée et pour le coup sympa, mais c'est la professeure de voyance. Et Hermione aussi est mal coiffée. Et Hermione on dit mal beaucoup. coiffée, Oui, c'est vrai. Elle n'aime pas. Non, il y a un elle n'aime pas les cheveux en désordre. Les... Alors qu'Helena Bonham Carter, c'était peut-être son atout de séduction dans un de ses premiers films, qui est Chambre avec vue, où elle a dans ses tous coiffures ses films, 1900. En fait, ouais. Parce que dans Helena Bonham Carter, elle est jamais chauve. Fight Club. Elle est presque. Elle n'a pas tourné pour Vendetta. Un petit peu de crâne rasé dans le Alice au Pays des Merveilles, où là, elle a une belle choucroute aussi. Belle méchante aussi. Mais d'ailleurs, si on parle crâne rasé. Donc il y a évidemment la très glamour Nathalie Portman dans V pour Vendetta qui s'est rasé les cheveux, mais avant, pensons à Demi Moore, qui moi m'a donné envie de me raser la tête quand j'avais 10 ans dans G.I. Jane à armes égales. Encore un coup de Ridley Scott, et franchement, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le, c'est quand même des scènes de baston. Est-ce que tu as sauté le pas, Marcel, de te raser les cheveux ? Écoute, à l'âge de 10 ans, oui. Je ne suis pas Demi Moore. Demi Moore, tout lui va aussi. Mais elle est intéressante, cette actrice, parce que c'est vraiment une femme qui a toujours joué avec sa corporalité, justement. Ouais, à la fois musclée, puis en même temps après dans Striptease, et puis maintenant dans The Substance, c'est vraiment quelqu'un qui joue avec les possibilités de son corps d'une manière assez fascinante. Mais pour parler du crâne rasé, se raser les cheveux, se couper les cheveux pour une femme dans la fiction, c'est toujours très très signifiant. Il y a une transformation de personnage que j'adore, une vilaine qui est Cersei Lannister dans Game of Thrones, donc qui est une mère, qui est une bonne mère, mais tellement bonne mère qu'elle est mauvaise de toute façon. Et je dirais que cette transformation-là la débarrasse d'une espèce d'orgueil de beauté qui est aussi le paravent de son personnage. Vous avez vu Game of Thrones ? Tout à fait. Ça vous dit un truc ? Oui. Okay, voilà. C'est le truc avec les dragons, c'est ça ? Ouais, le truc avec les dragons, ouais, c'est ça, ça souffle pas mal. Donc cette femme qui, moi, je pense que c'est ma vilaine préférée parce que en dépit de son roi, de son père, de son frère, de son mari, de ses enfants, de ses fils, elle arrive quand même à monter sur le trône. Bon, bravo, c'est un carambolage au ralenti, mais voilà. Et la perte de ses cheveux longs,
l'humiliation publique qu'elle subit, qui est une des scènes les plus violentes moi que j'ai vues dans une série. De femmes tondues en fait. De femmes tondues. Comme on l'a vu en 1945. Ouais. Shame, shame, shame. La plonge dans une folie totale qui va finir de tout dégommer dans la série et c'est assez jouissif. Shame. 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 Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas dans les séries aujourd'hui qu'on voit les meilleures méchantes? Parce qu'il y a récemment Ryan Murphy, donc on en parle souvent parce que il aime beaucoup les bobines aussi, lui. Hein. Et les vieilles actrices. Et les vieilles bobines. Mais il avait fait une série sur Ratched, l'infirmière méchante de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et effectivement, dans ces séries, il y a beaucoup de femmes méchantes. Il adore ça. Mais est-ce que c'est pas dans les séries qu'on peut développer aussi des bons personnages féminins? C'est dans les séries qu'on développe les meilleurs personnages et les meilleurs costumes aussi, je pense, parce que sur un temps plus long que 2 heures, eh ben, on a le temps déjà d'installer des choses, de créer des éléments de surprise et de faire évoluer un personnage. Et oui, je pense que la série, c'est vraiment le lieu de ça. Parce que même la suite de House of Dragon mais oppose 2 mères, encore une fois, un peu comme Cersei, 2 mères qui vont faire des choses pas très catholiques. Mais d'ailleurs, si on parle de séries, c'est vrai que je pense à une de celles qui m'a marqué le plus dernièrement, c'était Succession. Les méchants sont particulièrement bien méchants. Les femmes, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Et pourtant, ce sont des personnages intéressants, mais disons qu'on leur donne pas la même noirceur qu'aux hommes. Ah ouais, moi je la trouve. Comment elle s'appelle Shivan. Shivan, voilà. Je la trouve aussi lâche et aussi bête que les autres. Oui. Mais mais du coup, elle a pas la force de nuisance qu'ont les autres, je trouve. Peut-être. Et pourtant, elle est très intéressante parce que justement, elle est empêtrée dans ces histoires de famille. Mais elle est empêtrée aussi, et ça, la série le dit aussi, et je trouve ça intéressant, quand bien même ils sont éduqués, ils ont de la thune, on est aujourd'hui, etc., parce qu'elle est une femme, il y a beaucoup de choses auxquelles elle n'a pas accès de toute façon. Et juste pour parler encore un peu de série, récemment, je ne sais pas si vous avez vu Disclaimer avec Cate Blanchett. Une série que je conseille aux auditeurs et qui, effectivement, Cate Blanchett joue une femme qui est une méchante, une vilaine. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Est-ce qu'elle a un carré ou pas? Non, elle a des cheveux longs. Ah d'accord. Okay. Ouais, pourquoi? Parce que souvent, je pense à un film. Est-ce que vous avez vu I Care a Lot? Oui. Ouais. C'était pas avec Cate Blanchett? Non, c'était pas avec Cate Blanchett, c'est avec une autre Gone Girl. Gone Girl, voilà. Ouais. Rosamund Pike, dans le genre blonde glaciale. Absolument. Ouais. Et le carré. Blond. Le carré, quoi. Ça. C'est pareil, il faut pas rester. Hein. C'est un personnage qui est comme ça. Il y a des personnages comme ça, et justement en parlant de Cate Blanchett, elle a quand même joué une femme de pouvoir dans malheureusement un des plus mauvais Indiana Jones de toute la série, qui est Indiana Jones. Avec un accent allemand. Elle fait un accent allemand, mais elle joue une méchante russe avec un carré noir. Alors, Indiana Jones, je disais, on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, je n'ai jamais vu Harry Potter parce que je m'endors et je dis non, j'aime pas les films où il y a des trucs trop sombres, c'est pas réaliste. Si vous voulez voir quelque chose de pas réaliste, Indiana Jones contre les extraterrestres, le crâne de cristal. Mais Indiana Jones, ça, c'est 2 personnages de méchantes. Une nazie dans le fameux La Dernière Croisade, qui est le meilleur Indiana Jones de tous les temps. Avec une nazie sexy, ouais. Jouée par Alison Goody. Et donc, effectivement, Cate Blanchett dans le Indiana Jones contre les extraterrestres. Mais ça permet quand même de voir qu'il y a beaucoup de femmes de pouvoir quand même qu'on retrouve dans les méchantes, dans les James Bond notamment. Il y a beaucoup d'espionnes. Alors, il y a des espionnes hyper sexy. Si on prend Barbara Bach dans L'espion qui m'aimait, waouh! En revanche, l'Otelenia, dans Bon baiser de Russie, on est plus sur le tailleur KGB et là, on revient à quelque chose de plus... Oui, et il y a aussi un personnage hyper intéressant de méchante dans James Bond qui est joué par La Vie en Rose. La Vie en Rose. Grace Jones. Grace Jones, incroyable. Voilà, ouais. qui avec une coupe de cheveux pas mal. Avec une coupe de cheveux incroyable, donc j'ai plus le nom, mais une coupe de cheveux en corne de diable. Et d'ailleurs, elle est... pareil, ambivalente, on ne sait pas exactement à quoi ressemble sa coupe de cheveux, mais du coup, on ne sait pas exactement de quel côté du spectre elle se place. Elle est très masculine dans ce film, et c'est d'ailleurs une des seules James Bond girls à se mettre au-dessus de James Bond dans un plumard. Il faut rappeler cette scène avec Roger Moore. En tout cas, c'est la première, parce qu'on est en 85, c'est le dernier James Bond avec Roger Moore, où là, vraiment... elle en impose et lui se retrouve un peu... Il faut dire qu'il doit faire 1m90 et je sais pas si... Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que justement, la femme de pouvoir, elle peut être espionne ou elle peut être chef d'entreprise. Et là, on pense à la merveilleuse Meryl Streep. Et on pense à Meryl Streep. Miranda Priestley, oui, moi, c'est les personnages que j'appelle, que je qualifie d'alpha bitch, en fait. C'est-à-dire que
Dans l'état, c'est pas une vilaine qui épluche les enfants à l'économe. Hein. C'est simplement voilà, une bosse un peu directive, on va dire. Mais bon, dans le milieu de la mode new-yorkais, est-ce qu'on s'attend à autre chose ? Voilà. Et c'est un personnage qui contrôle absolument tout son vestiaire. Il y a un brushing parfait, une couleur délicieuse, en plus une espèce de blanc arctique comme ça, nickel, avec le maquillage givré qui va bien, un dressing qui, je crois, coûte plus d'$1 million hein, dans le... Un peu masculin, Armani. Avec des codes, c'est-à-dire Ouais. que c'est le power suit pour la femme. Donc il y a de l'Armani, il y a du satin, c'est des couleurs plutôt sombre, aubergine, bleu marine, balancé avec des bijoux, des choses comme ça. Dans une autre version de la chef d'entreprise, il y aurait Regina George de Mean Girls. Mais l'Alpha Bitch, c'est une femme qui, alors pour le coup, ne se travestit pas. C'est-à-dire que ce que tu vois à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une femme de pouvoir et ça suffit pour qu'elle soit vilaine. Et je pense aussi, évidemment, à Sigourney Weaver, excellente dans la screwball comédie Working Girl. Parce que elle, justement, il est beaucoup question de mode dans ce film, puisqu'elle a les tailleurs Chanel, elle a les robes Oui. Valentino, mais la bonne coupe. Et d'ailleurs, parce qu'elle est le fruit d'une bourgeoisie très installée, avec des marqueurs très forts. Oui, le costume de ces Alpha Bitch, il est aussi là pour montrer que non seulement elles connaissent à la perfection les codes en cours et qu'elles peuvent se les offrir. Donc c'est une performance d'apparence qu'elles sont capables de démontrer à chaque fois et c'est un des outils de leur domination. Alors on parlait de la beach, mais il y a aussi la college beach. Hein, ça c'est quelque chose qu'on a aussi souvent vu dans les comédies américaines des la années phobie scolaire. dans les années 90 ou 2000. C'est on a dit dans Lolita malgré moi notamment la méchante du collège. Regina George, ouais, qui est... c'est pareil, hein. Alors elle a 16 ans, mais elle a tous les attributs possibles à 16 ans. Elle a une bagnole qui coûte cher, dans laquelle on peut monter, mais c'est aussi un outil de privilège parce qu'elle peut retirer ce privilège. Elle porte ce que les années 2000 font de meilleur, de talons ni haut ni bas, pointus, taille basse, voilà, avec de la jupe plissée, mais quand même un petit peu de ventre apparent. Enfin, c'est... Tout est là, en fait, c'est l'épitome de la jeune femme. C'est la plus jeune, la plus femme, la plus powerful de toutes. Et ça, on le voit dans beaucoup de comédies, beaucoup aussi de films d'horreur qui se passent dans les lycées. Il y a toujours la bitch qui sort avec le capitaine de l'équipe de foot. Quoi. Ça me fait penser un peu. Et là, pour le coup, l'image va être retournée. Il y a ce très beau film qui s'appelle Pleasantville, avec Tobey Maguire et Reese Witherspoon, je vais réussir à le dire, où elle, justement, au début du film, elle est cette fille, vraiment la college bitch, qui veut sortir avec le capitaine de l'équipe de basket. Et le sujet du film, c'est qu'elle et son frère, Tobey Maguire, vont être transportés dans une sitcom des années 50, ultra patriarcale en noir et blanc. Et eux, avec leur nouveauté, leur progressisme, on va dire, de la fin des années 90, ils vont, par leurs actes, apporter de la couleur dans le show télé. Et là, elle va se retrouver à jouer complètement l'inverse, à être la bonne petite fille avec la queue de cheval, la jupe plissée, qui contrebalance complètement ce qu'on a vu dans la scène d'exposition. Et ouais, c'était des vrais méchantes dans les films américains. Ah oui, je vois très bien ce film. Et je pense aussi à un autre film que tu cites dans ton livre d'ailleurs, et que peu de gens ont vu parce que bizarrement, il passe jamais. Et d'ailleurs, c'était un film que Winona Ryder, qui était au pic de sa popularité de très jeune actrice, on lui avait dit ne fais surtout pas ce film, sous aucun prétexte tu fais ce film, elle l'a fait. Et en fait, il s'appelle Heathers, et ça a donné une comédie musicale d'ailleurs assez sombre elle-même, et le film est d'une noirceur assez jouissive. Est-ce que tu peux... Ouais, Heather, c'est un des films qui ont inspiré Mean Girls. Alors, pour revenir rapidement sur Regina George, ce que j'adore, c'est que Tina Fey dit qu'elle s'est inspirée à la fois de sa mère, de Courtney Love et de Alec Baldwin pour créer le personnage de Regina George. Très amusant. Ça donne un bon mélange. Et donc, Heather, ce qui est une des inspirations du film, c'est la version quand même beaucoup plus noire, beaucoup plus violente de ce récit d'Alpha Bitches américaines, quoi. Et là, elles ont un uniforme avec des épaulettes. On est à la fin des années 80. Des collants blancs. Des collants blancs, une espèce de check de tartan noir et blanc comme ça, assez strict, avec des variantes de rouge, de vert. En fait, tout ça, c'est pour dire que finalement, elles n'ont pas tellement de personnalité. C'est une espèce de masse. C'est une idée de la bully américaine, en fait.
Puis il y a aujourd'hui, et on en parlait un petit peu plus tôt, il y a quand même une réhabilitation presque du méchant ou de la méchante, puisqu'on explique un peu leur histoire, notamment à travers la comédie musicale. La méchante sorcière de l'Ouest qui devient, dans le Wicked qui vient de sortir au cinéma, devient un personnage qui explique son malheur par la chanson. C'est aussi le personnage de la sorcière dans Émilie Joly, qui est interprétée par Françoise Hardy. Il y a quelque chose avec la comédie musicale qui fait que la méchante finalement va avoir le droit, et cette chanson de Françoise Hardy dans Émilie Joly raconte vraiment toute la souffrance. Car elle a cassé tous ses alambics. Voilà, il y en a une qui suit. Je vous arrête tout de suite. Alors je refeuilletais quand même ton livre Vilain de Vilaine, les figures du mal au cinéma, Julien, et je me rends compte d'une chose, c'est que ce sont que des films américains. Évidemment qu'il y a des vilaines dans le cinéma français. Il se trouve que à niveau costume, niveau caractérisation, je les trouve plus haut en couleur dans le cinéma américain. Et c'était l'idée aussi de prendre des icônes de la culture occidentale. Le rayonnement du cinéma américain est quand même, surtout dans les années 90-2000, qui sont la base de ce livre, est plus important dans le cinéma américain à ce moment-là. Ça n'est pas un reproche. Nous-mêmes, Non. avec Marcel, on essayait de faire la liste des méchantes dans le cinéma français par Gabriel Dorzia dans Molnar en 1936. On n'a pas trouvé Et grand-chose. Vienne Romance dans Panique de Duvivier. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas trouvé dans des films très iconiques. Et on s'est rendu compte que finalement, les films français très iconiques étaient surtout des comédies. Mais dans le cinéma japonais, il y a quand même beaucoup de personnages féminins qui sont notamment dans Rashomon, ou plutôt dans Ran. Dans Ran ou Les Contes de la Lune Vague après la pluie. Des femmes sont effectivement des personnages plus inquiétants, qui sont à la limite des fois du fantôme ou des côtés maléfiques. Ou l'incroyable Onibaba. Onibaba, incroyable. Oui, qui est un démon, je crois. Oui, avec ce masque de méchante, vraiment très méchante, c'est assez génial. Donc on a parlé, alors, une dernière partie un petit peu sur les méchantes au cinéma. Il y avait aussi, donc on a parlé de Glenn Close. On ne peut pas ne pas évoquer tous ces films. La méchante en chef. Ouais. La méchante en chef et la méchante, souvent l'amante bafouée, la maîtresse trahie, notamment dans Liaison fatale avec Michael Douglas, dans Basic Instinct avec encore Michael Douglas. Comme quoi, c'est peut-être Michael Douglas le problème en fait. Oui, c'est souvent le problème d'ailleurs de Michael Douglas. Ça fait partie des fantasmes aussi de... franchement, du Des regard hétérosexuel masculin d'une femme est tellement éconduite qu'elle va devenir complètement folle et elle va aller jusqu'au meurtre pour garder un homme. Alors Ou pire, elle va couper des kikis. Oui, voilà, elle va aller dans l'Empire des Sens. Jusqu'aux extrémités, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, voilà, il y a soit la femme éconduite, la femme déçue, vraiment celle qui jetterait tout ce qu'elle a pour se venger d'un homme ou pour garder un homme. Oui, ça c'est vraiment effectivement un bon gros fantasme masculin, encore une fois. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même un retournement après Liaison fatale, en tout cas c'est la théorie de certains essais féministes, sur le fait que ce film a tellement angoissé les hommes, je veux dire, en général. On a eu peur. Que beaucoup de scénarios se sont mis à durcir un peu cette image de séductrice qui est devenue extrêmement misogyne dans les années qu'on suivi. Et en fait, on le voit, et Basic Instinct en fait est quand même une lecture un peu plus glamour d'un personnage comme ça, mais pas aussi noir que celui de Glenn Close. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a le pendant qui n'est pas la vilaine, mais qui serait un autre personnage. Et ça, on le voit beaucoup dans des films de Woody Allen, sans surprise, où il y a des espèces de harceleuses femmes, de très jolies jeunes filles qui ne laissent pas ces messieurs tranquilles, qui ne laissent pas... par exemple, alors, c'est tous les films français avec... voilà, ou c'est tous les films français avec, pour le coup, je ne sais pas, Ludivine Sagnier qui se jette sur Lucchini, elle est folle de lui, on ne comprend pas une seule fois. Non. Louise Bourgoin aussi. Ah, c'est pas crédible ça, voilà. Et je veux dire, moi, Louise Bourgoin et Stéphane de Groot, c'était assez étonnant. J'ai pas eu le bonheur de voir ça. Oh, c'est un très mauvais film, et puis vraiment et ça marche pas du tout. la fille de Monaco, effectivement, elle est éperdument amoureuse de Lucchini. Ouais. Les Français sont spécialistes de ça. Ils adorent la différence d'âge, et la différence d'âge marquée, c'est-à-dire vraiment le vieux tromblon. Je peux vous citer plein de films américains. La grosse bombasse. Oui, non, c'est vrai. Tous les Audrey Hepburn, que j'adore, des années 50. Audrey Hepburn, elle était abonnée. À chaque fois, je me dis, quel est ce film incroyable avec Audrey Hepburn? Mais oui, j'adore Love in the Afternoon, Gary Cooper. Mais que des mecs sexy. Non, à part Fred Astaire qui n'a jamais été sexy, mais que des mecs sexy en leur temps. C'est-à-dire que Rex Harrison, on l'appelait Sexy Rexy, mais dans les années 30, dans les années 60, personne n'a songé à sexy col roulé. Ça marche pas du tout. Alors, la question ultime maintenant, Julien, pour toi, Vilain Vilaine, les figures du mal au cinéma, quelle est ta méchante préférée de tous les temps, et peut-être qui ne serait pas dans le livre? Ma méchante préférée de tous les temps, je pense que je l'ai mise dans mon livre quand même, et que c'est Catwoman. C'est Catwoman. C'est la première que j'ai écrite. Mais de Pfeiffer.
Ah oui, de Pfeiffer, absolument pas du tout, de Anna Thaoué, pardon. dont personne ne se souvient. Ou de Zoé Kravitz, pour ceux qui s'en rappellent. Zoé Kravitz, malheureusement, il y avait tout. Moi, je l'aime bien, la gamine Kravitz, mais il s'est rien passé, quoi. Non, Burton, c'est le seul, effectivement, qui a compris que c'était un personnage et c'était pas juste une femme, une voleuse. C'était un personnage. Voilà, pour moi, il y a tout dans cette vilaine, c'est-à-dire qu'il y a un costume de dingue, il y a une bonne interprétation, il y a un make-over super, et il y a à la fois du désespoir et de la folie. Et de l'humour. Et de l'humour. Et un mystère. Ouais. Et un mystère, c'est pas juste une nana comme ça qui veut voler des trucs avec un masque. Non, c'est vraiment, on sait pas si elle est morte ou pas. Et pour terminer l'émission, j'aimerais bien citer un film de Cécile B2000 qui s'appelle en français Madame Satan, puisque c'est un des costumes peut-être les plus incroyables qu'en dit notre costumier en chef. Ah ça oui, c'est vrai. Moi je la connaissais pas assez pour pouvoir en faire un chapitre, mais quand même quand on voit à la fois ce masque et ce costume ondoyant qui a un décolleté jusqu'à la touche. Voilà, à peu près. À la craquette. Ah, la craquette, c'est vrai que oui, tu avais déjà dit ça, la craquette. Et c'est quand même, c'est les années 30 certes, mais c'est très osé. C'est très suggestif. Madame Satan, c'est un film ? C'est un film avec Kate Johnson. D'accord. Cécile B2000, où c'est une femme bafouée par son mari qui porte une revenge dress, clairement. Ah, carrément, la revenge dress. Comme dans dress. Jamie Lee Curtis, dans True Lies, vous savez, quand elle enlève sa robe trop habillée. Et quand elle enlève le froufrou, qu'elle renverse un vase pour se faire du gel et qu'elle part en striptease. De l'eau qui tient vachement bien. Devant Schwarzy, d'ailleurs, on se demande. Pareil, cette fois-ci, c'est très compliqué. Un couple dysfonctionnel, quand même. Alors, c'est l'heure du petit jeu des bobines. Alors, un jeu qui est pas évident, je sais très bien, c'est le jeu 7 degrés to Kevin Bacon. Je sais pas si tu connais ça, Julien. Non. Et en fait, merci, moi aussi, je connaissais pas. Il y a une théorie qui dirait que effectivement Kevin Bacon, on peut relier n'importe quel acteur avec Kevin Bacon en moins de 7 points. Voilà. Okay. Alors là, on va essayer de relier deux personnages, deux acteurs qui n'ont a priori rien à voir, mais qu'il faut relier avec le moins possible de liens. Donc, on va essayer de relier une grande méchante du cinéma américain qui s'appelle Margaret Hamilton. Alors, je vous aide un petit peu. C'est la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz. Voilà. Okay. Méchante sorcière de l'Ouest. Oui. Voilà. Et il faut la relier à une autre méchante, du cinéma français, une méchante qui a récemment fait un très beau rôle dans Une chanson douce, qui est Karine Viard. Donc alors, l'émission va être longue. Donc on va faire une petite pause. Je rassure les auditeurs. On va couper, on va faire un petit montage. Et donc il faut relier avec le moins de points possible la sorcière du Magicien d'Oz à Karine Viard. Petite musique d'attente pour nos auditeurs. Paul, est-ce que par hasard tu connais l'histoire de la mine de diamants de Kimberley ? Sais-tu quel était le sort des mineurs qui avaient volé des diamants ? Les voleurs qu'on attrapait devaient pouvoir continuer de travailler. Mais aussi, il fallait faire en sorte qu'ils ne puissent plus s'enfuir. On appelait cette opération le sabot. J'ignore ce que tu comptes faire exactement. Mais ne le fais pas, je t'en prie. Je t'en supplie, non, Annie. Chut, chérie. Crois-moi. Annie. C'est pour ton bien. Non, pitié! Allez, plus qu'un. C'est presque fini. Le temps à partie est écoulé, alors les résultats ne sont pas très fameux malheureusement je crois. La seule personne qui a réussi, et vous le saurez, enfin ça ne vous étonnera pas, c'est Marcel encore une fois qui a réussi à ce jeu. Alors j'aimerais comprendre. Alors Marcel, on va juste vérifier, Marcel, qu'est-ce que vous avez trouvé comme lien alors en 6, Margaret Hamilton a joué avec Judy Garland évidemment dans Le Magicien d'Oz. Pardon ? Dans Le Magicien d'Oz, oui. Et qui elle-même a joué dans Summerstock avec Gene Kelly. Gene Kelly, petit passage en France qu'il adorait, où il a joué avec Daniel Darieux dans Demoiselles de Rochefort. Daniel Darieux qui a joué avec Catherine Deneuve dans 8 femmes. Et de 8 femmes, Karine Viard a joué dans Potiche avec Catherine Deneuve. Dans Potiche de Oz. Julien, t'avais quoi ? T'avais un début ? J'aurais réussi, j'aurais bien aimé faire le lien entre Magicien d'Oz et Luc Besson. À un moment, Luc Besson, Maïwen, Police, Karine Viard. Ah oui. Moi aussi, je voulais passer par Catherine Deneuve aussi, puisque donc, Karine Viard a tourné Catherine Deneuve, qui a tourné dans un film qui s'appelle April Fools avec Myrna Loy. Et je suis sûre que Myrna Loy a fait quelque chose avec Victor Fleming, mais je n'avais plus la filmographie en tête. Ah, attends, c'est hasardeux, mais... Moi, j'en avais un aussi, c'était Magicien d'Oz, Victor Fleming, Autant n'emporte le vent, Clark Gable, Misfits, John Huston, refait dans un Une d'or avec Brando, Bertolucci, 1900, Depardieu.
Depardieu, Potiche. Mais c'était plus long, tu vois. sympa. C'était plus long, bravo. Encore une fois, bravo Marcel, vous avez encore gagné. Désolé d'avoir encore gagné. Ah, Je c'est vais pas- pénible, c'est ouais, pénible. Pas excuser non plus. Merci à tous et à toutes, encore une fois, c'est la fin des bobines. Merci d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à toi, Julien. On rappelle donc que ton livre Vilain, Vilaine, les figures du mal au cinéma, édité chez Webec, j'ai toujours du mal. Est disponible également Eratum, je crois qu'il est ou Eratum, il est toujours disponible sur les anachronismes du cinéma. Donc on le conseille. Là, c'est Noël. Alors je sais pas quand ce sera diffusé l'émission, mais au pire, c'est les soldes après pour Noël. Noël. Même pour la Chandeleur, on peut s'offrir des cadeaux. Oui, c'est vrai, on je y peux pense sortir jamais. ma chariote aussi. En tout cas, merci beaucoup, puis à Merci bientôt pour de m'avoir peut-être reçu. pour la suite alors. Ah bah j'espère. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et Marcel, pour rappel, nous sommes sur quelle plateforme ? Sur Spotify, sur Deezer, sur C'est bien. YouTube. Oui. Oui, entre autres Apple Podcast, Apple tout ça, Podcast, Apple TV. Puis des fois je retrouve des trucs, même sur Acast, vous pouvez retrouver également sur Acast les bobines. Donc merci à tous, n'hésitez pas à écouter, à commenter, à liker, et on se dit à très vite. À très vite. À très vite. Ciao, merci. Shame. Shame. Shame.